Ma mère m'a dit que si je voulais continuer à vivre dans sa maison, je devais commencer à payer un loyer. Alors, j'ai fait mes valises et je suis parti sans discuter. Elle pensait que tout serait plus facile une fois que je serais parti, mais seulement une semaine plus tard, toute sa maisonnée s'est effondrée. Le message vocal qui m'a brisé n'était pas le premier. Ce n'était même pas le 15e. C'était le 24e. Un message d'une cruauté si désinvolte que j'ai dû m'asseoir sur le bord de mon lit et l'écouter 2 fois juste pour m'assurer que j'avais bien entendu. Tu dois rentrer à la maison tout de suite. Tyler s'occupe des choses et il n'a pas besoin de ton interférence. Tyler. J'ai posé le téléphone face contre la table de nuit et j'ai fixé le plafond. Le nom de mon frère dans sa bouche sur ce ton, celui réservé aux saints et aux héros, a fait naître une sensation de froid dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus silencieux, quelque chose qui ressemblait à cette sorte d'effroi spécifique que l'on ressent quand on connaît déjà la réponse à une question que l'on n'a pas encore posée. J'ai repris le téléphone et j'ai consulté mon rapport de crédit, juste pour vérifier. J'avais vécu dans cette maison pendant 2 ans. Pas en tant qu'invité, pas en tant que profiteuse, mais en tant que la personne qui tenait le tout ensemble à 2 mains et ne lâchait pas. L'hypothèque était de 1840 $ par mois. Je la payais chaque mois à temps parce que le chèque de maman, une invalidité et une petite pension de l'époque où elle travaillait au bureau du greffier du comté, n'arrivait que le 3e mercredi, et sa fenêtre de virement de loyer à la banque était plus étroite qu'elle ne voulait l'admettre. J'avais mis en place un virement permanent depuis mon compte pour combler le vide. Les charges s'élevaient en moyenne à 300 $ supplémentaires, plus en été lorsque la climatisation centrale peinait contre la chaleur du Texas. Les courses pour 3, moi, maman et mon jeune frère Owen, qui avait 16 ans et était encore à l'école, s'élevaient en moyenne à 640 $ par mois. Je suivais tout cela dans une feuille de calcul partagée que personne d'autre ne consultait jamais. Les médicaments d'Owen coûtaient à eux seuls 180 $ après assurance. Son inhalateur coûtait 60 $ de plus. Il souffrait d'une légère affection cardiaque qui nécessitait des visites trimestrielles en cardiologie à 40 $ de tickets modérateurs chacune, ce qui semblait peu jusqu'à ce que vous le compariez au plombier qui est venu à minuit en novembre lorsqu'un tuyau sous l'évier de la cuisine a lâché. Et cette facture s'élevait à 380 $ en espèces parce que le plombier, un type buriné nommé Marco qui sentait le café et la listerine, était techniquement en dehors de ses heures de travail et préférait ne pas le déclarer. Tout ça, absolument tout, c'était moi. Vous devez comprendre quelque chose à propos de Tyler avant que le reste de cette histoire ait un sens. Tyler avait 29 ans quand j'ai emménagé. Il avait vécu dans la maison toute sa vie d'adulte, à l'exception d'une période de 3 ans au milieu de la vingtaine où il avait emménagé avec une petite amie, puis, quand ça s'est terminé, était revenu sans explication. Il ne payait pas de loyer. Il ne payait pas les charges. Il mangeait les courses que j'achetais et utilisait l'eau chaude que je subventionnais. Et maman défendait chacun de ces faits de la même manière qu'elle défendait tout ce qui concernait Tyler, c'est-à-dire complètement, instantanément et avec une fermeté qui excluait toute discussion ultérieure. Tyler traverse une période difficile, disait-elle. Elle le disait, pour autant que je sache, depuis près d'une décennie. Il travaillait par intermittence, dans l'aménagement paysager pendant une saison, puis un temps dans un kiosque de téléphonie mobile au centre commercial, puis quelques mois comme chauffeur pour une application de livraison. Les périodes entre les emplois étaient longues. Pendant ces périodes, il était à la maison. Et pendant le temps qu'il passait à la maison, notre mère lui préparait à manger, faisait sa lessive et virait occasionnellement de l'argent sur son compte, qu'elle décrivait pour elle-même dans son application bancaire comme un remboursement d'hypothèque. Je ne connaissais pas encore ce dernier détail. Je le découvrirai plus tard. Ce que je savais, c'était ceci. Tyler n'a jamais eu droit au discours sur la contribution. Il n'a jamais eu droit à la scène en peignoir dans l'embrasure de la porte de la cuisine sur le fait que les adultes ne vivent pas sans payer de loyer. Il vivait sans payer de loyer depuis 4 ans au moment où j'ai emménagé. Et en 2 ans de ma résidence, je n'ai jamais entendu ma mère suggérer qu'il pourrait peut-être couvrir les charges pendant un mois, ou faire les courses, ou emmener Owen à son rendez-vous de cardiologie pour que je n'ai pas à quitter le travail plus tôt. Le calcul était évident. Le calcul avait toujours été évident. J'avais juste passé beaucoup de temps à croire qu'il finirait par devenir évident pour elle aussi. Ce ne fut pas le cas. Ce que maman disait, constamment et bruyamment, c'est que je devais contribuer davantage, que je profitais de sa générosité, que les adultes ne vivent pas gratuitement sous le toit de quelqu'un d'autre. J'ai arrêté de la corriger en mars.
En mai, j'avais complètement cessé de répondre. Non pas parce que je n'avais pas les chiffres. J'avais tous les chiffres dans la feuille de calcul avec les reçus, mais parce qu'à chaque fois que je commençais à les exposer, elle trouvait une raison de changer de sujet ou de quitter la pièce, et je me retrouvais là, debout, tenant 2 ans de documentation comme une idiote. Le silence qui suivait ces conversations n'était pas une résolution. C'était juste une version du même mur déplacé de 3 pieds vers la gauche. Alors, quand elle l'a redit à la fin de juin, debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine dans son peignoir pendant que je préparais le déjeuner d'Owen avant l'école, j'ai simplement posé le couteau à sandwich sur le comptoir et j'ai dit « D'accord ». Elle a cligné des yeux. « D'accord quoi ? » ?»« D'accord, je pars. » J'avais pensé qu'une partie de moi avait sincèrement cru qu'elle marquerait une pause, qu'elle entendrait la platitude de ma voix et se raviserait. Que les 2 dernières années de paiement d'hypothèque, de courses et d'appels au plombier à minuit se présenteraient à elle dans un décompte soudain et clair, de la manière dont ils étaient toujours présents pour moi. Et qu'elle dirait « Attends, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Elle n'a pas dit ça. Elle a dit « Très bien, c'est peut-être pour le mieux. » J'avais fait mes valises à midi. Un sac de sport, une valise à roulettes, ma sacoche d'ordinateur portable. J'ai laissé ma clé sur le comptoir à côté du sandwich que j'avais fini de préparer pour Owen, qui se tenait dans le couloir à me regarder, les mains fourrées dans la poche de son sweat à capuche, sans rien dire. Il avait 16 ans, et il comprenait déjà trop bien comment notre famille fonctionnait. Je l'avais vu faire la version du calcul de la feuille de calcul dans sa tête ce matin-là quand maman a dit ce qu'elle a dit, j'ai vu son visage passer par quelque chose de rapide et de compliqué, puis s'immobiliser. J'ai dit, « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il a hoché la tête. J'ai conduit jusqu'à l'appartement de mon ami Destiny et j'ai dormi sur son canapé lit pendant une semaine avant de trouver un studio à 6 miles de mon travail chez Meridian Financial, où je travaillais comme analyste de conformité. Ce n'était pas grand. Le comptoir de la cuisine faisait exactement 16 pouces de profondeur. La salle de bain avait une de ces douches cabines avec un rideau qui vous collait peu importe comment vous positionniez la tringle. C'était le premier espace dans lequel j'avais jamais vécu qui était entièrement sous ma responsabilité et celle de personne d'autre. C'était suffisant. Pendant 3 jours, rien. Puis les appels ont commencé. 23 messages vocaux en 6 jours. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Pas parce que j'étais cruel. Je veux être clair à ce sujet. Mais parce que j'avais appris en 2 ans que s'engager avant d'avoir toutes les informations ne faisait qu'empirer les choses. Maman fonctionnait en permanence dans un registre émotionnel exacerbé. Et toute réponse de ma part, aussi mesurée soit-elle, serait absorbée dans le récit qu'elle avait déjà construit et transformé en preuve de quelque chose qu'elle avait décidé que j'avais mal fait. J'avais essayé dans les premiers mois d'avoir des conversations calmes et fondées sur des preuves au sujet des finances du ménage. Elle avait pleuré. Je m'étais excusé. Elle avait utilisé mes excuses la semaine suivante comme preuve que j'avais admis ne pas contribuer suffisamment. J'en avais fini d'essayer de naviguer dans ce labyrinthe. Alors, j'ai écouté. J'ai pris des notes sur un bloc-notes jaune. Heure, contenu, état émotionnel, toute demande ou accusation spécifique. C'était un réflexe d'analyste de conformité. Tout documenté. Message vocal 1. J'ai besoin que tu rentres à la maison. La facture d'électricité est déroutante et je ne sais pas quoi en faire. Message vocal 4. L'école d'Owen a appelé. Ils ont dit qu'il avait manqué une dose de quelque chose. Je ne sais pas quoi leur dire. Message vocal 9. Les toilettes dans la salle de bain du couloir ne tirent pas bien la chasse. Il y a de l'eau. Je ne sais pas si je dois appeler quelqu'un ou quoi. Message vocal 14. Mon chèque a été rejeté. Je ne comprends pas. Il aurait dû y avoir assez. Je ne sais pas comment régler ça. Message vocal 19. Ça devient ridicule. Tu dois arrêter d'être égoïste et penser à ta famille. Message vocal 22. Un tuyau a éclaté dans la cuisine. Il y a de l'eau sur le sol. J'utilise des serviettes. Chacun était une urgence. Chacun avait une solution qui ne me nécessitait pas. La facture d'électricité avait un numéro de service client imprimé dessus. L'infirmière de l'école d'Owen gérait son calendrier de médicaments. Un plombier réparait le tuyau. La banque expliquerait le rejet. Je me disais,
en écoutant chacun d'eux, qu'elle s'en sortirait. Les gens trouvent des solutions quand ils n'ont pas d'autre choix. Elle n'était pas incapable. Elle avait géré ses propres finances de manière imparfaite mais adéquate avant que j'emménage. Elle avait élevé 3 enfants. Elle avait géré la succession après la mort de papa. Elle n'était pas sans défense. Elle avait juste décidé qu'il valait mieux jouer l'impuissance avec moi dans la pièce que de découvrir qu'elle n'avait pas besoin de moi aussi désespérément qu'elle l'avait laissé entendre. Au message vocal 17, j'avais commencé à me sentir moins stable. Pas de la culpabilité exactement. La culpabilité s'était consumée vers le 3e jour, mais quelque chose de lié à cela. Le malaise particulier de savoir qu'un garçon de 16 ans était dans cette maison et que les adultes autour de lui ne parvenaient pas à fonctionner. J'avais appelé le portable d'Owen directement le 4e jour. Il avait l'air fatigué. Il a dit que l'école allait bien. Il prenait ses médicaments. Il s'était fait son propre déjeuner. Il l'a dit de la manière dont on dit les choses quand on veut que quelqu'un arrête de s'inquiéter, ce qui ne fit que m'inquiéter davantage. Mais j'ai tenu bon. Je ne l'ai pas rappelé. Message vocal 23. C'est aussi ta maison. Tu ne peux pas juste partir. Owen a besoin de toi ici. Et puis le 24e. Le nom de Tyler. Cette voix. Le ton spécifique qu'elle utilisait en l'invoquant. Quelque chose entre la révérence et le soulagement. Comme si la cavalerie était enfin arrivée. Tyler s'occupe des choses et il n'a pas besoin de ton interférence. La chose froide dans ma poitrine s'est transformée en quelque chose de plus aiguisé. Tyler s'occupait des choses. Tyler, qui n'avait jamais géré une seule dépense du ménage en 4 ans de vie sans loyer. Tyler, qui n'avait jamais offert une seule fois d'emmener Owen à un rendez-vous chez le médecin. Tyler, dont le nom apparaissait dans l'application bancaire de ma mère sous remboursement d'hypothèque, ce que je ne savais pas encore, mais que, avec le recul, j'avais toujours senti de la même manière qu'on sent une odeur qu'on ne peut pas tout à fait identifier. J'ai posé le téléphone et j'ai fait ce que tout bon analyste de conformité fait quand quelque chose ne va pas. J'ai commencé à rassembler des documents. J'ai consulté mon rapport de crédit à 23h47 un jeudi. J'ai utilisé mon compte sur annualcreditreport.com. Connexion standard, identifiant standard. J'étais assise à ma table de cuisine en t-shirt et short de sport, un verre d'eau à moitié fini à ma droite et mon bloc-notes jaune à ma gauche. L'appartement était assez silencieux pour que je puisse entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Je n'avais pas prévu de faire ça ce soir. J'avais prévu de regarder quelque chose sur mon ordinateur portable et de me coucher tôt, mais Tyler s'occupe des choses tournaient encore en boucle dans ma tête comme un oiseau qui ne trouvait pas de branche. Le rapport s'est chargé en 6 secondes. Je l'ai parcouru comme je le faisais toujours. Je vérifiais trimestriellement par habitude professionnelle, balayant le paysage familier de mon historique de crédit. Prêt étudiant remboursé en 2021. Une carte de crédit, solde inférieur à 15% de la limite. Aucun retard de paiement. Score là où il était depuis 2 ans, excellent. Et puis une demande de prêt en attente que je n'avais jamais déposée. Prêt personnel, 22 500 $. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale. Mon employeur listé comme Méridian Financial. Titre correct. Adresse correcte. Déposé ce matin-là. 9h14 CST. Je suis resté très immobile. Je l'ai relu. Puis une 3e fois. Mes mains ne tremblaient pas encore. Mes mains faisaient ce qu'elles faisaient quand je traitais quelque chose de trop grand pour être immédiatement catégorisé. Elles se sont simplement arrêtées, à plat sur la table, comme si elles attendaient que le reste de moi rattrape. Les informations dans cette demande étaient spécifiques et exactes d'une manière que la fraude aléatoire n'est généralement pas. Le vol d'identité, lorsqu'il est opportuniste, a tendance à être brutal. Numéro de carte volée, code PIN d'invité, tentative de hameçonnage qui pulvérise des identifiants sur un millier de comptes en espérant que quelques-uns fonctionnent. C'était quelque chose de différent. Ceci contenait mon historique de revenus réels, mon employeur réel, des informations qui existaient sur papier à un seul endroit auquel je pouvais penser, ma plus récente déclaration de revenus fédérale. Que j'avais déposée en avril. Dont j'avais imprimé une copie comme je le faisais toujours parce que garder des copies physiques était une habitude que j'avais depuis ma première saison fiscale en tant qu'adulte actif. Que j'avais stocké dans un classeur verrouillé dans mon ancienne chambre,
celle que j'avais utilisée pendant 2 ans, celle que j'avais quittée il y a 10 jours. Tyler savait où se trouvait le double de la clé depuis l'été dernier. Owen avait eu une alerte d'appendicite d'urgence et l'équipe de cardiologie pédiatrique avait besoin de sa documentation d'assurance immédiatement, et j'étais au travail et maman était à l'hôpital et Tyler était le seul à la maison. Elle l'avait appelé, lui avait dit où était la clé, et il avait récupéré la carte. Il avait la combinaison de mon classeur depuis juillet dernier. J'ai gelé mon crédit à 23h51. Les 3 agences, Equifax, TransUnion, et Experian. 8 minutes au total. Mes mains sont restées stables tout le temps. C'est quelque chose auquel j'ai pensé depuis, que mes mains étaient stables. Je pense qu'elles étaient stables parce que je savais déjà. Pas les détails, mais la forme, l'architecture. J'avais toujours su que quelque chose n'allait pas. Je n'avais juste jamais eu les papiers. La ligne antifraude d'Experian m'a donné un numéro de dossier et le nom d'une détective, Sarah Ningan, affectée aux crimes financiers au bureau du shérif du comté de Tarrant. 12 ans dans la police, dont 8 dans la criminalité en col blanc. Elle a répondu à sa ligne directe à 7h03 du matin, ce qui m'a dit qu'elle était soit dévouée, soit ne pouvait pas dormir, probablement les deux. Elle a posé les questions d'admission standard. Relation avec le sujet, accès aux documents, historique de l'adresse. J'ai répondu à toutes. Puis elle en a posé une qui a tout changé. A-t-il accès à votre signature quelque part, numériquement ou sur papier? J'y ai réfléchi. Tyler n'était pas quelqu'un à qui j'avais donné une procuration formelle. Il n'avait rien co-signé avec moi. Il n'était sur aucun de mes comptes. Mais ensuite j'ai pensé au renouvellement du bail. Il y a 2 ans, celui que maman m'avait demandé de signer pour les archives, son expression exacte, parce que la maison avait été refinancée et que le prêteur voulait une documentation montrant tous les résidents adultes. Je l'avais signé à la table de la cuisine un mardi soir, et Tyler était assis juste là, et maman avait dit, « Tyler, sois juste témoin de sa signature. » Il avait pris le stylo et signé là où elle pointait. « Oui, ai-je dit. Il a été témoin d'un document que j'ai signé il y a environ 2 ans. » La détective Ningan est restée silencieuse pendant exactement 3 secondes. « Ne confrontez personne, a-t-elle dit. N'appelez pas votre mère. Ne contactez pas votre frère. Ne mentionnez pas que vous avez consulté votre crédit ou que nous avons parlé. Laissez-nous travailler. D'accord, ai-je dit. Et rassemblez toute la documentation financière que vous avez, a-t-elle ajouté. Relevé bancaire, reçu, registre de paiement, tout. Je les avais déjà. Je les gardais depuis 2 ans. Pas pour ça. Je n'avais pas imaginé ça, mais parce que j'étais une analyste de conformité, et documenter l'activité financière était aussi réflexe pour moi que de verrouiller la porte l'était pour d'autres personnes. J'avais tout. L'avocat Daniel Brooks avait un bureau d'angle au 14e étage d'un immeuble du centre-ville de Fort Worth qui sentait le vieux bois et l'argent. Il avait 53 ans, ancien procureur fédéral, 15 ans en pratique privée, spécialisé dans la fraude civile et les litiges successoraux. Son assistante m'avait dit que son tarif était de $340 de l'heure. J'avais dit que c'était bien. Il a passé 45 minutes à parcourir mes relevés bancaires avec un surligneur jaune et un bloc-notes. Je me suis assise en face de lui et j'ai observé son visage. Il n'a pas beaucoup changé. Ça, je finirais par comprendre, était un bon signe. Daniel Brooks n'avait l'air surpris que lorsque quelque chose le surprenait. Et en 15 ans de litige pour fraude, très peu de choses le faisaient. Quand il a levé les yeux, il a dit, « Vous n'étiez pas une personne à charge. Vous étiez le principal soutien financier de ce foyer. » Il a tourné le bloc-notes pour que je puisse voir le nombre qu'il avait encerclé. 48 200 $. C'est ce qui a circulé de vos comptes vers les dépenses liées à cette propriété et à ce foyer sur 24 mois, a-t-il dit. Contributions hypothécaires, charges, courses. Je suis conservateur. Si nous incluons les frais médicaux et les réparations que vous avez décrites, c'est plus proche de 53 000 $. Je savais que le nombre était élevé. Je ne savais pas qu'il était si élevé. C'est différent de le voir écrit de la main de quelqu'un d'autre. D'accord, ai-je dit. Il a continué à lire. Puis il s'est immobilisé. C'était une immobilité différente d'avant. Pas le calme de la concentration professionnelle, mais l'immobilité spécifique de quelqu'un qui vient de trouver quelque chose qui change la forme de tout le reste.
Étiez-vous au courant, a-t-il dit, en posant lentement les papiers, que votre père a laissé sa part de la propriété aux 3 enfants à parts égales à sa mort? Je l'ai fixé. Papa était mort il y a 6 ans. Crise cardiaque, rapide. Sans avertissement. Lui et maman possédaient la maison ensemble. J'avais supposé, nous avions tous supposé, qu'elle lui revenait entièrement. Elle n'avait jamais rien dit de différent. Le sujet de la succession avait été clos avec toute la finalité d'une porte qui se ferme et que personne ne rouvre. Non, ai-je dit. Je ne savais pas ça. Il a hoché la tête une fois. Il a sorti une impression d'un dossier en manille et l'a tourné vers moi. Registre de propriété du comté, le nom de mon père, la date du décès, le dossier d'homologation. La maison avait été laissée entière. À maman, à Tyler et à moi, un tiers chacun. Owen était mineur à l'époque et n'avait pas été inclus dans le testament, ce qui était une toute autre conversation que nous devrions avoir plus tard. Mais Tyler et moi avions chacun hérité d'une participation d'un tiers dans une propriété actuellement évaluée à 287 000 $. J'avais payé l'hypothèque d'une maison que je possédais en partie. J'avais payé l'hypothèque d'une maison dont personne ne m'avait jamais dit que je la possédais en partie. La chose froide dans ma poitrine s'est transformée en quelque chose de plus dur. Pas de la colère, pas tout à fait, quelque chose de plus lent et de plus certain. Daniel a tourné une autre page. Il y a 2 mois, a-t-il dit, un document légal a été déposé auprès du bureau du greffier du comté. Il l'a glissé sur le bureau. C'était un transfert de participation immobilière, un document officiel, notarié, portant ce qui semblait être ma signature. Il déclarait que j'avais volontairement transféré ma part héritée d'un tiers de la propriété à ma mère. Contrepartie, $1. $1. Daniel me regardait. C'est votre signature? A-t-il demandé. Je l'ai regardé longuement. La forme des lettres était proche. Pas exacte, mais assez proche pour que quelqu'un qui ne regarde pas attentivement ne le remarque pas. La date était le 11 avril. Non, ai-je dit. Ce n'est pas la mienne. Il a hoché la tête. Il n'avait pas l'air surpris. Il a pris son surligneur et a encerclé le sceau du notaire au bas de la page. La notarisation a été faite le 11 avril à 14h30 de l'après-midi, a-t-il dit. Dans un magasin UPS à Keller, au Texas. Il a tourné son écran d'ordinateur portable vers moi. Dessus se trouvait mon calendrier de travail. Je le lui avais envoyé par courriel à sa demande avant la réunion, ce dont je comprenais maintenant la raison. La semaine du 9 au 13 avril était bloquée en bleu. Conférence Meridian, Denver, CO. J'avais été à Denver toute cette semaine. J'avais pris l'avion le matin du 9 sur un vol Southwest. J'avais pointé à l'enregistrement de la conférence à 11h47 ce jour-là, je m'étais enregistré à l'hôtel Marriott Denver City Center. Dîner d'équipe le 10. Présentation les 11, 12 et 13. Mon badge avait été scanné pour la session de 9h du matin le 11 avril à 8h58 heure des Rocheuses. À 14h30 heure centrale le 11 avril, j'étais debout dans une salle de conférence à Denver, à 2 fuseaux horaires de distance, présentant un cadre de conformité réglementaire à 43 personnes. Je n'étais pas à moins de 650 miles de ce notaire. Daniel a pris son téléphone. Je dois passer un appel, a-t-il dit. Détective Ningan. Elle est déjà sur l'affaire, ai-je dit. Il m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes et pour la première fois depuis que je m'étais assise, quelque chose qui aurait pu être du respect a traversé son visage. Bien, a-t-il dit. Ce qui s'est passé ensuite s'est passé vite, de la manière dont la machine institutionnelle se déplace lorsque plusieurs agences décident simultanément que quelque chose est important. La détective Ningan avait déjà ouvert un dossier sur la fraude à la demande de prêt. Lorsque Daniel l'a appelé cet après-midi-là avec le document de propriété falsifié, elle l'a fait remonter. Elle a fait appel au bureau du procureur du comté de Tarrant où un procureur adjoint nommé Marcus Webb, 6 ans dans les crimes financiers, a été affecté dans les 48 heures. La notaire du magasin UPS de Keller a été interrogée la même semaine. Son nom était Brenda Hall, et elle occupait ce poste depuis 11 ans. Elle se souvenait de la transaction. Elle a sorti son registre. Le nom dans le registre n'était pas le mien. Il était répertorié comme une femme nommée Cassandra R., ce qui n'était pas un nom que je reconnaissais. La description physique que Brenda a donnée, taille moyenne, cheveux foncés,
lunettes, ne me correspondaient pas. Plus important encore, la pièce d'identité présentée était un permis de conduire. Et lorsque la détective Ningan a vérifié le numéro de permis, il correspondait à un permis qui avait été déclaré volé dans un vol de sac à main 18 mois auparavant. Quelqu'un avait obtenu une fausse pièce d'identité à ce qui aurait pu être mon nom ou à un nom assez proche pour passer et était entré dans un magasin UPS à Keller avec un document falsifié préparé à l'avance et l'avait utilisé pour notarier le transfert de mon héritage. Cela demandait de la planification. Ce n'était pas un crime impulsif. Quand je me suis assise en face de la détective Ningan au poste de police du shérif un mardi matin, elle avait le dossier de l'affaire ouvert sur la table entre nous. Elle était précise et factuelle et elle me rappelait de la meilleure façon possible moi-même. C'est en cours depuis un certain temps, a-t-elle dit. La demande de prêt, c'était le coup précipité. C'était quelqu'un qui est devenu nerveux lorsque la situation du ménage a changé et a décidé d'agir vite. Le document de propriété était le plan initial. Ils l'ont déposé il y a 2 mois. Pensant probablement que vous ne regarderiez jamais. Parce que je ne savais pas que j'avais un intérêt à chercher, ai-je dit. C'est ça, a-t-elle tapoté le dossier. La demande de prêt est l'accusation qui tiendra le plus vite. Fraude à l'identité, fraude à une institution financière, ce sont des crimes fédéraux si nous les poussons plus haut. La falsification sur le document de propriété est un crime en vertu de la loi du Texas. La notarisation frauduleuse est une infraction distincte. Nous examinons plusieurs chefs d'accusation de crime. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Elle a dit, rien. C'est tout l'intérêt. Je ne prétendrai pas que les 2 semaines suivantes ont été faciles. Facile serait le mauvais mot pour l'expérience de s'asseoir dans un studio le soir, à regarder les murs et à comprendre que quelqu'un dans ma famille avait regardé ma vie, les 2 années que j'avais passées à maintenir cette maison à flot, et y avait vu une ressource à exploiter. Une signature pratique, une source de revenus à écumer. Une personne si habituée à être négligée qu'elle pourrait même ne pas remarquer quand quelqu'un plongeait dans son historique financier et essayait d'en arracher un morceau. Le mot qui me revenait sans cesse était désinvolture. La désinvolture de la chose. La demande de prêt avait été déposée à 9h14 du matin, comme une course. Le transfert de propriété avait été notarié un jeudi après-midi dans un magasin UPS, à 10 minutes de la maison, par une femme avec une fausse pièce d'identité qui a signé un document frauduleux puis est probablement rentrée chez elle et a dîné. Toute la mécanique de la chose, la planification, l'exécution, la supposition que je ne le découvrirais jamais, avait été traitée comme une tâche de routine. C'est ce qui m'empêchait de dormir. Pas l'argent, pas même la propriété, mais la certitude architecturale complète que je ne remarquerais rien. Que je resterais occupée et distraite et concentrée sur les documents et que je ferais confiance aux gens autour de moi comme je l'avais toujours fait. Et le temps que je lève les yeux, le transfert serait finalisé et le produit du prêt serait dépensé et mon nom serait sur une dette que je n'avais pas contractée et un registre de propriété qui ne reflétait plus ce que je possédais. Ils avaient parié sur mon inattention. Ils avaient perdu. J'ai pensé à Owen. J'ai appelé sa conseillère d'orientation scolaire, une femme nommée Patricia Leary, et j'ai expliqué en termes généraux que la situation familiale était instable et que je voulais être listé comme contact d'urgence secondaire. Elle m'a posé quelques questions, très doucement, de la manière prudente dont les conseillers scolaires apprennent à poser des questions lorsqu'ils soupçonnent que l'histoire complète est plus compliquée que ce qu'on leur dit. À la fin de l'appel, nous avions un arrangement. Si quelque chose d'inquiétant survenait à l'école, elle m'appellerait. Owen m'a appelé un mercredi soir. Il a dit que les choses étaient bizarres à la maison. Je lui ai demandé de décrire le bizarre. Il a dit que Tyler était beaucoup là et que maman semblait nerveuse. Il a prononcé le mot comme s'il le goûtait, décidant si c'était le bon, et qu'il y avait eu une sorte de dispute dans laquelle il était entré qui s'était arrêtée quand il était entré dans la pièce. Tout le monde se tournant pour le regarder avec des expressions qui sont devenues vides, trop vides pour être lues. Je lui ai dit que je m'occupais de certaines choses et qu'il n'avait pas de problème et que je l'aimais. Je sais, a-t-il dit. Tu es la seule qui ait jamais réparé quoi que ce soit. J'ai dû poser le téléphone un instant après ça, non pas parce que ça faisait mal exactement, mais parce que c'était si précisément, si tranquillement vrai que je ne savais pas quoi en faire. La rupture est venue d'une direction que je n'avais pas anticipée. Tyler avait apparemment tenté de transférer de l'argent d'un compte joint qu'il détenait avec ma mère, un compte qui avait été initialement créé pour les dépenses d'urgence du ménage, auquel j'avais contribué pendant 18 mois, vers un compte personnel distinct.
Le transfert a déclenché une alerte de fraude automatique à leur banque parce que le montant dépassait le seuil de transaction unique du compte. La banque a gelé les 2 comptes en attente de vérification et a averti les titulaires des comptes. Maman a appelé la banque. Lors de cet appel, selon les registres bancaires qui ont été ultérieurement assignés à comparaître, elle a fait des déclarations qui étaient incompatibles avec des déclarations antérieures qu'elle avait faites à un représentant de la banque lors de l'ouverture du compte. Les incohérences ont été signalées. Le signalement est allé à leur service de fraude. Leur service de fraude était en contact avec la détective Ningan. Et c'est alors que Tyler, réalisant apparemment que la situation avait pris un élan qu'il n'avait pas anticipé, a pris la décision qui l'a détruit. Il m'a appelé. Je ne sais pas à quoi il s'attendait. Une ouverture pour négocier, peut-être une chance d'expliquer une version de la conversation où j'étais toujours la personne que j'avais été pendant 2 ans. Patiente, axée sur la documentation, engagée à maintenir la paix jusqu'à ce que la paix devienne intenable. Cette personne était toujours là. Elle n'était simplement pas disposée à prendre l'appel sans passer d'abord par les bons canaux. J'ai mis en conférence la détective Ningan en moins de 30 secondes. Elle m'avait demandé lors de notre dernière conversation de la prévenir immédiatement si Tyler prenait contact. Elle a écouté. Tyler a parlé. Il a dit, et je citerai ceci aussi précisément que je m'en souvienne car j'ai depuis entendu l'enregistrement, « Écoute, on peut arranger ça. Maman n'a pas réalisé ce qu'elle signait et je l'ai juste aidé. Tu n'aurais jamais utilisé cette participation immobilière. Tu n'habites même plus là. Donc techniquement. » Tyler, ai-je dit. Techniquement, rien ne t'a vraiment été pris parce que... Tyler, il s'est arrêté. Je vais raccrocher maintenant, ai-je dit. N'appelle plus ce numéro. J'ai raccroché. La détective Ningan, en ligne, a dit doucement, ça va aider. Tyler a été arrêté un vendredi matin à 8h22. Il a été accusé de vol d'identité, de fraude à une institution financière et de faux en écriture en vertu du paragraphe 32.21 du Code pénal du Texas. L'accusation de faux en écriture seule entraînait une peine potentielle de 2 à 10 ans. Les accusations de fraude ouvraient une exposition fédérale supplémentaire que Marcus Webb, le procureur adjoint, évaluait activement. Maman n'a pas été arrêtée. Pas ce matin-là. Mais elle a été nommée personne d'intérêt dans l'enquête et a été informée par son propre avocat engagé à la hâte, un homme nommé Greg Simmons, praticien unique dont les avis Google avaient une moyenne de 3,2 étoiles. Qu'elle ferait probablement face à une responsabilité civile au minimum et à de possibles accusations criminelles au maximum pour son rôle dans le stratagème de transfert de propriété. Daniel Brox a intenté l'action civile en mon nom le même après-midi. La plainte nommait ma mère et Tyler. Elle demandait des dommages et intérêts pour les 48 200 $ de soutien financier aux ménages, le transfert frauduleux de ma participation immobilière et la tentative de fraude au prêt. Elle cherchait également à faire annuler le transfert de propriété et à ce que la participation d'un tiers me soit restituée. Parce que je le pouvais. Parce que j'avais des reçus, chacun d'entre eux. Je suis allé à la maison le samedi suivant, non pas pour confronter qui que ce soit. Tyler était en liberté sous caution et avait déménagé chez un ami, et maman s'était retirée dans un silence que je reconnaissais comme sa forme particulière de gestion de crise. J'y suis allé parce qu'Owen m'avait envoyé un texto à 7h du matin. Peux-tu venir me chercher? Je me suis garé dans l'allée à 9h15. Owen était assis sur les marches du perron avec un sac à dos à ses pieds et une capuche relevée bien qu'il fasse déjà chaud. Il est monté dans la voiture sans rien dire. Je l'ai conduit à un restaurant à 3 miles de là et je lui ai acheté des œufs et du café et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre pendant un moment avant que l'un de nous ne parle. Il a dit, « J'ai toujours su que ce n'était pas juste. » J'ai dit, « Je sais que tu le savais. » Tu étais au courant pour la maison, le truc de la propriété? Non, ai-je dit. Je ne l'étais pas. Il a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse de café. Il avait 16 ans et il avait déjà la manière de papa de s'immobiliser quand il réfléchissait à quelque chose de difficile. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-il demandé. J'ai pensé à ça, à l'affaire qui suivait son cours dans le système, au procès civil, à la notaire à Keller et à la fausse pièce d'identité et à la demande de prêt déposée un jeudi matin alors que j'étais déjà parti depuis 3 jours et que le foyer s'effondrait. Au moment où ma mère avait prononcé le mot Tyler dans ce message vocal comme s'il était la solution à un problème qu'elle n'avait même pas réalisé avoir créé. La vérité est déjà sortie, ai-je dit. C'est ce qui se passe maintenant.
L'affaire civile a été réglée 8 mois plus tard. L'avocat de maman, elle avait finalement renvoyé Greg Simmons et engagé quelqu'un avec un véritable bilan, à recommander un règlement. Les termes étaient confidentiels, mais je dirais que la participation immobilière a été entièrement restituée, documentée correctement, et que le montant du règlement reflétait quelque chose de considérablement plus proche de 53 000 $ que de $1. Tyler a plaidé coupable à l'accusation de faux en écriture. L'accusation de fraude à l'identité a été réduite dans le cadre du plaidoyer. Il a reçu 3 ans de surveillance communautaire, une probation en termes pratiques, ainsi qu'un dédommagement obligatoire. Et le genre de casier permanent qui vous suit lorsque vous essayez de louer un appartement ou de postuler à un emploi ou d'expliquer à quiconque pourquoi vous avez un crime dans votre historique criminel. Maman n'a pas fait face à des accusations criminelles. Son avocat a négocié l'immunité en échange de sa coopération. Je ne sais pas ce que j'en pense, et j'ai fait la paix avec le fait de ne pas savoir. Ce que je sais, c'est que l'immunité l'a obligé à faire une déclaration sous serment qui confirmait tout ce que Daniel avait exposé, la dissimulation de l'héritage, l'orchestration du transfert falsifié, sa connaissance des plans de Tyler. Elle a dit la vérité sous serment. Au moins ça. Owen a terminé son année de première avec mention. Je l'ai aidé à postuler à 4 universités à l'automne. Il a été accepté dans son premier choix et son aide financière était suffisamment solide pour que je n'ai pas à faire grand-chose. Nous parlions 2 fois par semaine, généralement le dimanche, généralement de quelque chose de complètement sans rapport avec tout cela. Les gens me demandent parfois ce que j'ai ressenti quand tout est sorti, quand les preuves se sont alignées, quand les accusations sont tombées, quand l'affaire s'est terminée. Ils veulent entendre que c'était comme la justice ou comme un soulagement ou comme la version cinématographique de la justification où il y a une envolée de musique et une expiration satisfaite. Je leur dis que c'était comme de l'arithmétique. Non pas parce que je suis froide. Je ne suis pas froide. Je suis quelqu'un qui a passé 2 ans à payer une hypothèque sur une maison que je ne savais pas que je possédais, à couvrir les charges et les courses et les factures médicales et les plombiers de minuit, à écouter une mère me dire que je ne contribuais pas assez, et pourtant, à préparer un sandwich pour Owen avant de partir. L'arithmétique est juste ceci, j'ai fait le calcul de ce que j'avais donné, et finalement le monde a fait le calcul de ce qui avait été pris, et les chiffres sont tombés justes, presque. Il y a des choses qui ne s'équilibrent pas. Le jeune de 16 ans en souhaite à capuche sur les marches du perron, la façon dont il a dit « Tu es la seule qui ait jamais réparé quoi que ce soit », comme si c'était un fait qu'il portait depuis longtemps. La qualité spécifique du silence dans la voiture sur le chemin du restaurant. Celle-là ne s'équilibre pas, mais j'apprends à les porter différemment. Il y a quelques mois, je me suis assise en face de ma thérapeute, la docteure Renée Okafor, qui avait des diplômes encadrés de l'Université du Texas à Austin et le don particulier de ne pas me laisser transformer mes sentiments en feuilles de calcul, et elle m'a demandé ce que je voulais de tout ça. Pas ce que j'avais obtenu, ce que j'avais voulu. J'y ai réfléchi un moment. Être vu, ai-je dit. C'est tout. Je voulais juste que quelqu'un voie ce que je faisais réellement. Elle a hoché la tête. Et maintenant ? A-t-elle demandé. J'ai pensé au dossier de l'affaire, au relevé bancaire étalé sur ma table de cuisine, à l'ordonnance du juge annulant le transfert frauduleux. Au dossier officiel qui disait en langage juridique et en témoignage sous serment exactement ce que j'avais contribué et exactement ce qui en avait été fait. Maintenant, tout le monde le voit, ai-je dit. Le truc avec la vérité, c'est qu'elle n'a pas besoin que vous la mettiez en scène. Il vous suffit de la documenter soigneusement et d'attendre. C'est ce que je faisais depuis 2 ans sans le savoir. Il s'avère que c'était suffisant.